16 mesures sur RJR. Bonsoir tout le monde, vous êtes bien sur RJR. Aujourd'hui c'est 16 mesures, comme toutes les semaines le mercredi. Moi c'est Alexandre et comme d'habitude je suis avec mes trois chroniqueurs, c'est-à-dire Augustin, comment ça va? Salut tout le monde, ça va super. Très bien. Avec Paul aussi. Ouais, ça va super et toi? Super, merci de demander. Et Cillian, ça va bien? Coucou, ça va super bien. Bah écoutez, super. Donc aujourd'hui au programme, Augustin va nous parler de Kobo. Non, pas du tout. Cillian va nous parler de Kobo. Moi ce sera Captain Roshi. Ce sera Captain Roshi juste après. Après ce sera moi, je vais vous parler de Jade. Puis enfin, par Je vais Paul. parler de Pouchati. Très bien. Les gars, des petites news de cette semaine? Par hasard? Ouais. Prochainement, il y aura nos rediffusions sur YouTube, donc au nom de 16 mesures, dès ce soir. Donc allez checker un peu, ça peut être cool. Ouais. Paul? Ouais, aussi, il y a des concerts qui arrivent très prochainement, même dans très peu de temps cette semaine. Vendredi, il y a un festival à Reims qui s'appelle Frelon Festival. C'est ça. Et en tête d'affiche, on aura Osiris Jack, Rat Cartier et plein d'autres gens qui ont l'air Et quelques très cool. rappeurs de Reims, donc Syrup, Nervoso et quelques autres artistes. Et ça peut être sympa. Et aussi, le 2 juin, on a un concert qui a été annoncé de Roji, son deuxième concert à Paris, et ça a l'air sympa. Ouais, et dans la même salle, du coup, le 14 mai, il y a Hit Rookie qui passe aussi, qui va sûrement interpréter son album qui sort la semaine prochaine, donc je vous parlerai la Plein semaine de prochaine. concerts pour l'été, c'est cool. Et j'ai une question. Comment se nomme la chaîne YouTube? 16 mesures 16 mesures tout attachées? 16 mesures. 16 mesures, je crois. Un 1, un Je 6 sais ça. et un mesure avec Très un bien. S. Voilà. Très bien, alors je propose qu'on commence tout de suite l'émission. On va s'écouter Frénésie de Kobo, à tout de suite. Après une absence de 3 ans, c'est le retour de Kobo pour vous jouer un très bon tour. Kobo, rappeur originaire de la ville de Bruxelles et d'origine congolaise, a été découvert par le public dans l'émission Rentre dans le cercle, et j'en profite pour vous dire que le freestyle d'Isha dedans est un classique. Proche du rappeur qui aime bien être triste, dit Damso, il signera dans son label 34 centimes pour faire son deuxième album, Anagenèse. Bon, Anagenèse, vu comme ça ne veut pas dire grand chose. Il fait comme Damso à mettre des mots compliqués de plus de 3 syllabes qui donnent mal à la tête. Alors on ouvre notre meilleur dictionnaire et on lit la définition. Dans les théories de l'évolution, l'anagénèse, appelée aussi l'évolution phylétique ou spéciation phylétique, est un terme popularisé par Bernard Rensch et correspond à la transformation lente et continue généralement considérée comme graduelle d'une espèce. Donc, on peut conclure que c'est une métaphore prononcée de la sortie de son deuxième projet qui, en vrai, il en a mis du temps le bougre. Il se permet de faire ses premières collaborations avec Damso, une surprise pour ma part, je ne m'attendais pas du tout, Gazia et Bezo. Il s'entoure aussi de très bons beatmakers avec Icaz Boy ou Boumijal, par exemple, ou des nouveaux comme Taemi Taken, que notre spécialiste de la new gen alternative ultra pop underground connaît très bien, n'est-ce pas Alex? Ouais, de nom. Il a fait des prods pour Rally, Zukumezi, Made in Paris. Voilà. Concernant la philosophie didascalitique, ce mot n'existe pas, il se permet de nous raconter ses ambitions de vie. Son envie de quitter ce monde trop rapide qui le tient en laisse et de tracer sa propre route, de briser ses chaînes telle une colombe dans le ciel étoilé. C'est sa maturité qui lui permet de prendre ce recul pour prévoir son avenir en prenant son temps. Ce qui définit le mieux, c'est le morceau Carpe Diem, définition chill bro. Et c'est cette vision qui le rend heureux, tout comme l'ambiance nostalgique qui évoque, comme tout le monde, qui était plus simple avant. Toutefois, malgré, le fait de rester dans ce monde le rend agressif et cette dualité se ressent sur la tracklist où on alterne morceaux planants et agressifs. Ce type de morceau était déjà présent dans son dernier album, mais là, il est plus présent dans ces morceaux jeunes et secoués comme une bouteille d'orangina. En toute somme, il n'a pas vraiment changé ou il ne change pas trop sa marque de fabrique, mais est plus exhaustif. Son écriture est toujours soignée avec cette faculté à ne pas exprimer directement ses pensées. Il rend aussi hommage à ses origines avec le morceau Hamster s'inspirant de la musique et en utilisant la langue Nushi qui est de se passer de certains mots dans les phrases. Pour ma part, j'ai bien aimé l'album, même si je le trouve moins impactant que le premier qui avait vraiment une ambiance par le fait du le grand nombre de morceaux dynamiques, et là il y en a moins. Non, c'est plutôt l'inverse, mais bon. Alors que là, on ressent plus la longueur, malgré qu'il soit moins long, ça me fait aussi l'impression de moins retenir certains morceaux comme Baltimore du précédent projet qui était le morceau phare de son ancien.
Alors les amis, qu'est-ce que vous en avez pensé? Alors du coup, tu as fait la comparaison avec Premier Essai, c'est ça Oui, c'est ça. Pour le coup, je suis d'accord avec toi, Premier Essai, c'était un très bon premier essai du coup. Et quand on a comparé du coup à ça, son deuxième album, du coup, qu'il a mis 3 ans à faire, j'ai été un peu déçu, je l'attendais un peu quand même. Et ouais, je trouve qu'il y a beaucoup de refrains, c'est assez redondant dans le projet, il y a beaucoup de patterns de refrains qui se ressemblent, de rythmiques qui se ressemblent aussi. Du coup, ce qui fait que les sons, on a un peu du mal à les différencier, à moins d'écouter beaucoup de fois l'album. Et Par exemple, pour les refrains, Ouais, je suis d'accord. il avait fait sur son premier album, et là il refait toujours la même chose, c'est de répéter plusieurs fois le mot, enfin la phrase. Ouais. Ça devient redondant à la force. Ouais, je trouve. Après, je trouve qu'il y a quand même des très bonnes prods, des trucs qu'on n'entend pas souvent dans le rap, je trouve. Oui. Ça, c'est quand même un très gros point positif quand même pour le projet. Après, moi j'étais un peu surpris du coup avec son nom Anagenèse, il n'y a pas trop de rapport avec le projet, il parle vite fait de naissance dans ses premiers sons et de mort dans le dernier, mais à part ça il n'y a pas grand chose. Peut-être pousse un peu plus. J'avais dit par rapport à son premier album, il a mis du temps à évoluer pour faire un second album, je pense que c'est plutôt ça. Ouais. Ok, je vois. Mais du coup, ouais, pour ma part, je sais pas si je vais le réécouter énormément, je trouve vraiment redondant. Moi j'avais écouté un petit peu le premier album, mais là je me suis plus basé sur le deuxième. Du coup, ouais, j'ai bien aimé et franchement, on a vraiment différentes ambiances avec. Au moment ça kick, c'est plutôt cool. Et j'avais écouté aussi, avant qu'il sorte l'album, il avait sorti un clip sur Fuck It Up, où il avait une prod un peu rock et un clip un peu en noir et blanc, un peu flippant, etc. Et ouais, ça m'avait un peu hypé. Ça rejoignait un peu, je trouvais, You've Dit dans la prod, etc. Oui. Mais j'étais pas vraiment fan de celui-là, de ce son-là en tout cas. Mais sinon, ouais, l'ensemble de l'album, j'ai bien aimé. Et ouais, ça va. Moi j'ai trouvé que c'était un peu plat, enfin ça manquait un truc qui tape vraiment, qui fasse bouger, parce que finalement c'est tout le temps un peu la même vibe tout le long du projet, et c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas plusieurs horizons explorés, parce que ouais, on passe comme ça sur l'album et finalement on dit c'est fini, rien retenu de vraiment impactant à part quelques prods, ouais, qui sont sympas, qu'on voit pas souvent comme t'as dit, mais sinon à part ça rien d'exceptionnel. Surtout le fait de faire une chanson calme, une chanson agressive plusieurs fois d'affilée, t'as pas le temps de te mettre vraiment bien dans une ambiance, tu sautes à chaque fois d'humeur, et ça, je trouve que ça perd un peu du sens. Ouais, alors que le premier projet c'était vraiment une ambiance calme où il y avait des espèces de bruits aquatiques qui te mêlaient vraiment dans une ambiance, alors que là j'ai pas vraiment de me mettre dans une ambiance. En fait c'est lent, mais ça prend pas le temps pour poser un truc vraiment, donc c'est juste lent pour... Je suis d'accord. Ça prend son temps, mais ça construit rien de spécial. Ça reste quand même un bon album. Après on a une cover qui est vraiment belle aussi. Ouais, elle est sympa. Elle est sympa, j'ai bien aimé. Très bien, je vous propose qu'on passe à la suite si vous n'avez plus rien à dire. Donc on va s'écouter Nouvel Arc de Captain Roshi, c'est l'intro de son premier album La Roche. C'est ça. Donc à tout de suite dans 16 mesures. C'est le temps de briller. C'est le temps de briller. Faut que j'allume le feu, y'a pas besoin de briquet. Donc on se retrouve avec Captain Roshi. Donc je vais vous parler justement de son nouvel album intitulé La Roche. Album qui suit un peu la même lignée que son précédent, Road to La Roche. À la seule différence que pour cette fois-ci, il a vraiment pris son temps, 11 mois à peu près. Donc oui, entre-temps il a sorti Road to La Roche, mais ça ne l'a pas empêché d'avancer aussi sur l'album sorti récemment, essayant de changer entre guillemets ses habitudes de production pour nous envoyer un projet bien finalisé. Donc pour ceux qui n'auraient pas compris le thème du projet, il raconte l'histoire d'un capitaine, un capitaine se nommant La Roche, capitaine d'un navire gérant son équipe. Donc dès les premières secondes de l'album, donc le son qu'on vient de s'écouter, on est directement en immersion avec une interlude racontant l'histoire de ce fameux capitaine, des galères qu'il rencontre et de la quête qu'il suit. Déjà sur son précédent album, excusez-moi, il y avait aussi ce même délire, c'était sur son dernier titre, Nouveau Voyage, avec une petite interlude qui annonçait le commencement d'une nouvelle aventure, donc d'un nouvel album. Donc un bon gros album de 54 minutes, avec de bonnes ambiances sur chacun des sons, certains instruments de guitare, etc., de bonnes prods, parfois bien énervés, comme sur le deuxième son Lélar, ou encore des sons plus mousse, un peu une belle petite panoplie de sons qui changent. Ça crée de la diversité avec quelques artistes qui apparaissent dessus. On a Mr V, Dinos, Lefa, Timal. Petite mention pour le son avec Dinos, j'ai bien aimé. Sinon j'avais une petite préférence pour les artistes figurant sur Road to La Roche. On avait La Fève, Wheat, Malti, 2BZ, etc. Donc album produit par Finvi et Shadow. Son label Danger Productions qui regroupe 4 artistes
et ont tous un lien avec Captain Roshi, ils bossent ensemble, etc. On a KR Malsain, il a sorti un son récemment avec Alpha One, Double Dose, je sais pas si vous l'avez écouté. Pas vraiment. Non, pas vraiment. Ok. On a Nida, Rimov et Silex. Sinon, tracklist d'un vrai moussaillon, l'artiste a bien choisi les 17 titres du projet, résumant bien le thème, capitaine, etc. Nouvel arc, régiment, voile trouée, vainqueur et pour finir la quête. Une cover un peu dans la même ambiance, la roche au milieu, en contre-plongée sur un fond orange bleuté. Donc ouais, un projet que j'ai pas mal apprécié, j'aime bien Roshi, donc je m'attendais pas forcément à être déçu. Son flow énergétique avec ses mélodies, il nous montre vraiment de quoi il est capable. Il y a un gros taf de la part de toute son équipe et de lui, et j'ai vraiment bien aimé. Donc maintenant on va s'écouter Polémique de Captain Roshi, et je vous reprendrai juste après. Donc on vient de s'écouter Polémique, et maintenant je vais vous demander ce que vous en avez pensé. Je vais commencer par Paul. Ouais, alors j'ai bien kiffé le projet. J'avais jamais écouté vraiment à fond Roshi. J'avais découvert ça avec un feat qu'il avait fait avec DJ Widim à l'époque, donc quand il y a vraiment longtemps quoi. L'époque des grands frères. Ouais, il y a 5 ans je crois bien, peut-être plus. Mais là du coup, je suis vraiment content de le retrouver comme ça parce que très bon projet, bien énergique. J'aime beaucoup quand il est du coup énergique. Je pense que c'est son point fort. Ouais. Et ouais, tout l'univers qu'il arrive à construire et tout, c'est sympa. Sauf peut-être les feats, je suis moins fan de ces feats, surtout Mr V, on le voit un peu souvent, c'est un peu bon. Oh. Si on aime bien, bon c'est cool, mais les sons sont bien avec lui, sauf lui. Mais en vrai, genre, il a une seule mélo quand il fait les feats, et même la mélo elle est pas ouf. Ouais, genre soit il fait le refrain, soit il fait la même. Mais il a toujours le même ton. Mais du coup, c'est pas le sujet. Mais bon. Donc voilà, c'est pas le point fort les feats par rapport aux autres. La tracklist de son projet d'avant qui était peut-être plus intéressante, avec les feats qui étaient plus cohérents peut-être. Mais là, ouais, à part, il est fort, mais peut-être pas en feat. Ouais. Très bien. Du coup, je vais reparler vite fait des feats. Moi, c'est à l'annonce du coup de ces feats. Je pense que c'était pareil pour toi, Cillian. Oui. J'attendais le projet, même que j'ai vu la cover, j'ai adoré. J'ai vu son merch avec le CD en gouvernail et tout. C'était très bien. Mais les feats, je trouvais qu'ils collaient pas du tout à l'univers de Captain Roshi. Et c'est vrai qu'en écoutant, ça fait un peu bizarre, quoi. Il y en a qui passent plutôt bien, où il n'y a pas trop de soucis, mais par rapport au feat qu'il avait déjà fait, c'est que des personnes avec qui il n'a jamais collaboré, il me semble. Donc ça fait c'est un peu étonnant pour un premier album quand même. C'était juste Lefa, parce qu'il avait fait son précédent album, mais là, même en écoutant Lefa, quand Lefa a fait son couplet, on dirait vraiment que c'était un couplet de son album de base et qu'il a ajouté après pour son album, parce qu'il parle vraiment de sa carrière, de ce qu'il a fait, et ça m'a un peu dérangé. Et avec Timal aussi, j'ai pas kiffé du tout, moi, perso. J'ai pas aimé le couplet de Timal. Mais ouais, sinon, à part ça, Captain Roshi en solo, il est très très chaud. Franchement, toutes les prods, surtout celle de Kosei, vainqueur, la track 13, bref, j'ai bien kiffé. Et comment dire, je trouve il y a une belle cohésion dans tout le projet. Quand même, on sent bien l'intro, l'outro, le milieu un peu plus énergétique, tout ça. Ça vit. Il y a beaucoup de grosses top lines. Franchement, les prods avec beaucoup de guitare aussi qui rend quelque chose très mélodique. Du coup, je trouve que c'est vraiment un bon album qui aurait peut-être pu être mieux avec d'autres personnes. Je sais pas, après, je suis pas dans le coup, mais j'ai kiffé en tout cas. Moi, je suis un peu mi-figue, mi-raisin. Parce que... Pour changer. Oui, parce qu'au début, j'étais super hypé avec l'EP de l'album, où c'était vraiment des collaborations il n'y en avait pas une qui n'était pas réussie pour l'EP. Donc là, je vois l'album, je vois les feats et je fais waouh, c'est pas son univers, c'est que des grosses pointures. On dirait que c'est commercial, peut-être que non. Et le problème, oui, c'est que tu écoutes les morceaux, tu fais ouais, le morceau il est bien, sauf le couplet de l'invité, c'est un peu dommage. Et après aussi, je suis un peu moins client de cet univers qu'il a développé personnellement, même si ça reste quand même un bon album. Toute cette ambiance, capitaine, tout ça, la mélancolie, je trouve que ça s'est un peu trop répété au bout d'un moment, parce que après aussi, c'est surtout que moi j'écoutais des albums, des projets de Roshi qui duraient maximum 20-30 minutes, et là 50 minutes j'étais vraiment clairement pas habitué, donc peut-être que j'ai vu des répétitions,
Et c'est sûr que pour un artiste comme lui, c'est difficile de pas faire des répétitions. Pour le coup, je suis pas trop d'accord avec toi, hein. Même pour 50 minutes, il arrive à tenir quand même le rythme et ça reste consistant et on s'ennuie pas. Mais trop. c'est pas un univers qui m'a forcément touché, je trouve. Après, T'aimes pas les pirates? Moi, j'aimais bien ces premiers projets où c'était vraiment trap, agressif. Et après, il y avait Attack 2 où il se livrait vraiment mélancolique, où là, ça m'avait vraiment beaucoup touché. Et l'EP, du coup, Avant la Roche, où là, il utilisait plutôt des nouvelles sonorités et il s'insérait vraiment bien dedans. Mais là, c'est sûr que je suis moins client. Après, je l'écouterai sans problème, mais ça restera pas un de mes projets de sa discographie qui est préféré, quoi. pour en rajouter, je pense pas qu'il va réitérer ce côté thème et capitaine, etc. Je pense qu'il l'a fait en 2 parties. On a fait Retour à la Roche. Et du coup, de Retour à la Roche, il avait annoncé justement un album qui allait arriver, une nouvelle aventure. Mais je pense que ça va s'arrêter là, il va partir sur un autre truc. Je pense, moi, c'est ma vision des choses et je pense que ça va être comme ça. Après, c'est très bien de faire un album concept sur quelque chose qu'il n'avait pas fait avant. Il n'a pas répété et ça, je trouve ça vraiment très fort. Très bien, merci beaucoup. Je propose qu'on passe à la suite. Donc aujourd'hui, dans 16 mesures, j'avais envie de vous parler de la dernière mixtape de Jade. Donc naturellement, je vais vous parler de Jade et de son dernier projet, Météo. Avant ça, je vais vous présenter un peu l'artiste car c'est intéressant de voir d'où elle vient pour savoir où elle va. Jade, de son prénom Adèle, est originaire de Lyon et maintenant elle vit à Paris. Elle commence la musique à l'adolescence via des reprises de chansons populaires accompagnées de sa sœur à la guitare et commence à écrire ses premiers textes en fin de lycée. C'est à ce moment-là qu'elle choisit son pseudonyme Jade. Donc en 2018, elle fait la connaissance de la sphère lyonnaise, principalement Lalaïs, Mazou et Guap. Et c'est là qu'elle poste ses premiers singles sur SoundCloud. La même année, naît son premier projet Cliché, qui s'inscrit dans des sonorités pop et R&B très instrumentalisées, sur laquelle la chanteuse évoque ses relations amoureuses de manière poétique. Et grâce à ce projet, elle se fait un petit nom dans cette scène lyonnaise et commence à faire quelques scènes dans des petits événements. En 2020, elle sort sur toutes les plateformes de streaming cette fois-ci, son EP Première fois, et personnellement, c'est là où je l'ai connue. J'avais vraiment bien aimé ce projet qui avait des prods plutôt singulières, je pense surtout à celle de Milano. Et dans celui-ci, du coup, elle nous parle de relations amoureuses, mais plutôt de manière crue cette fois-ci. Un an après, elle sort Romance, qui est dans la même veine que Première fois, mais un peu plus joyeux cette fois-ci. Et c'est vraiment avec ce projet qu'elle s'est fait connaître, notamment grâce à des titres comme Didir ou Libre ou encore Bisous avec JMKS. Est-ce que vous avez écouté un peu ces projets ou... Moi, oui. Moi, non, pas du tout. vraiment. Moi, je l'avais découvert avec GMKS, du coup, j'avais écouté l'EP Première fois et ça m'avait convaincu directement. Parce que c'était vraiment, on va en parler, mais c'était vraiment un artiste qui avait vraiment sa propre vision artistique. Voilà. Ok, très bien. Donc, le 15 avril, elle nous sort sa mixtape Météo. Et ce qui fait beau dans le cœur de Jade, on va le voir dans un instant. Déjà, parlons de la cover réalisée par Romain Garçon et 3 Dreamers. Donc on la voit presque submergée par de l'eau sur un fond de teinte rouge et jaune. Donc le 2 février, elle sort le single J'bosse pour annoncer le projet. Et pour une fois, c'est un titre qui ne parle pas d'amour, mais de tout son travail au studio et aussi qu'elle n'aime pas trop faire la fête, accessoirement. Bref, le titre est très accrocheur et annonçait que du bon pour la tape. Et maintenant, on va s'écouter un extrait de Météo, on va s'écouter Lipstick. À tout de suite. On vient de s'écouter Lipstick de Jade et maintenant je vais vous parler de Météo. Donc dans ce projet, on a 4 featuring, le grand Oxmo Puccino qui est là pour l'intro et l'outro du projet, Ginouévé qui est partout en ce moment, Do Monique, une rappeuse qui nous vient tout droit de New York City, et enfin Enfant de pauvre pour qui on ne peut souhaiter que ses enfants ne soient pas pauvres. Bref, en producteur, on retrouve Guapo du Soleil qui est en partie à la DA du projet avec Jade évidemment, mais c'est lui qui dictait un peu les ambiances du projet et qui ramenait les musiciens nécessaires à la production. Donc Météo commence sur un titre qui s'appelle Ménard Trash, un titre avec un nom très explicite qu'elle a d'ailleurs écrit juste après s'être fait larguer. On ressent pas mal de haine de la jante masculine dans ce titre, mais bien sûr ses propos se nuancent sous ce fil de la mixtape. On ressent néanmoins beaucoup de déception amoureuse pour Jade, bien qu'il y ait quelques notes positives disséminées un peu partout. À part ça, toutes les prods sont très ensoleillées et ce grâce à moult instruments utilisés pour les réaliser. Et c'est vraiment ce qui ressort du projet, je trouve. Des prods très douces, très jolies, des textes parfois très bruts, parfois poétiques. Le tout bercé par la superbe voix de Jade, souvent chantée, parfois rappée. Et le tout avec des featuring très cohérents, faisant le lien entre le new R&B et la nouvelle scène de rap français. Donc on va se laisser maintenant avec l'outro du projet. C'est Grand Bain en featuring avec Oxmo Puccino. Et vous allez voir, je pense que ce morceau, vous allez l'apprécier. A tout de suite.
Donc vous êtes bien sur RJR dans l'émission 16 mesures, on vient de s'écouter Grand Bain de Jade en feat avec Oxmo. Et les gars, qu'est-ce que vous avez pensé de Météo ? Moi j'ai franchement bien aimé, de très bonnes ambiances côté R&B, un peu poétique par moments, etc. On n'a pas beaucoup de rappeuses en France et ça reste quand même vachement difficile de percer pour une fille, je trouve. Donc ouais, elle commence franchement à se faire un nom, elle a quand même 70 000 auditeurs, c'est pas rien quand même. Et à montrer un peu sa tête sur le devant de la scène francophone. Après c'est mon avis, je pense pas que vous êtes du même avec moi. Mais ouais, avec son nouvel album Météo, on voit qu'elle a charbonné pour en arriver là justement, et elle continue. Donc dans le son je bosse, moi j'ai retenu une phrase qu'elle a dit. Elle a dit je bosse toute la journée, si je mets de côté c'est pas pour tout claquer le samedi soir. Donc on voit qu'elle charbonne et qu'elle a un talent quand même, donc c'est pas rien quoi. Pour ma part, moi j'avais vraiment aimé donc avec son côté storytelling. Sur son roman, ça m'avait un peu perdu sur certains morceaux, par exemple Lady Di où j'avais pas du tout accroché. Et là c'est un niveau de conception différente où c'est vraiment par humeur. Elle est toujours fidèle à ses principes, elle raconte vraiment tout ce qu'elle ressent et ça, on peut que l'applaudir. Surtout qu'elle le fait vraiment bien. Aussi sur ses feats, elle est vraiment forte. Je vois pas un de ces feats qu'elle n'a pas raté dans sa carrière et même maintenant, et je trouve ça vraiment dommage qu'il n'y a pas d'artiste qui l'invite. Par exemple, elle peut passer de GMKS à Oxmo Puccino, ça fait vraiment un grand chemin de génération entre. Ce que j'aimerais bien aussi pour son prochain projet personnellement, c'est d'avoir quelque chose de storytelling parce qu'elle le manie très bien, comme un peu Johanna Leilo sur une histoire d'amour. Par exemple, elle avait fait sur Squeegee, elle avait fait le rôle d'un personnage, interpréter un personnage, et apparemment elle aime bien ce côté, donc ça me dérangerait pas d'avoir ça comme concept, voilà. Ouais, moi aussi j'ai bien kiffé un peu de R&B, c'est toujours sympa à entendre, et surtout ce truc que tu disais intergénérationnel, c'est cool, surtout avec Oxmo Puccino, le voir sur ça, c'est plutôt cool à entendre, et en même temps c'est un peu logique. Oxmo Puccino il se met toujours un peu à l'actu des nouveaux rappeurs, il est toujours proche de ce qui est actuel. Tu fais des grimaces Messi. Non, c'est un bon gars. Ah oui, non, mais il aime bien un artiste, il pose dessus quoi. Ouais, voilà, mais il est quand même à l'écoute, tu vois, il est pas enfermé. Mais bon, non. Mais ouais, c'est vraiment cool comme album, c'est sympa à écouter. Voilà, rien à dire, elle est très forte. Très bien, merci beaucoup les gars. Juste pour vous prévenir, elle va bientôt commencer une tournée, du coup dans toute la France, pour interpréter Météo, je pense. Donc voilà quoi, je vais peut-être la voir si l'occasion se présente. Donc on va passer à la suite maintenant, on va écouter Scrap It Off de Pusha T en featuring avec Lil Uzi Vert et Don Toliver. A tout de suite. On vient de s'écouter Scrap It Off de Pusha T avec Lil Uzi Vert et Don Toliver, produit par Pharrell Williams. Alors vous en avez sûrement entendu parler parce que ça fait quand même beaucoup de bruit. Pusha T a sorti un nouvel album qui était très attendu et ça se comprend. Pusha T c'est un artiste très influent et chaque sortie d'album c'est un événement, à la manière de Kanye West qui est d'ailleurs un de ses proches et qu'on retrouve sur l'album, mais ça on va y revenir un peu après. Ce projet était donc très attendu, il est espacé de 4 ans avec son album précédent, et on voyait Pusha sur pas mal de projets, donc forcément ça crée un peu de hype pour le projet. Et surtout Pusha T s'est entouré de gens très compétents puisque son album est produit entièrement par Pharrell Williams et Ye. Donc quand c'est sorti, et même que dès que ça a été annoncé, il a créé beaucoup d'attentes, et on a attendu le projet on a beaucoup d'attentes pour un projet avec de telles promesses, et c'est normal. Même s'il y avait certains sceptiques qui se sont demandé si Pusha T était toujours à la hauteur et s'il avait mûri depuis son dernier projet. Et la réponse, je pense qu'on peut vite y répondre, c'est que oui, ses textes ils ont beaucoup changé. Il a changé un peu de style tout en restant fidèle à lui-même et à son personnage. Celui qu'on appelle le Dr Seuss de la cocaïne nous parle d'autre chose que ses thèmes de prédilection, à savoir la vente de produits illicites dans le Bronx, et ça fait très plaisir à entendre. Et en même temps, on voit qu'il est plus influent et a plus de notoriété. Il a suivi le modèle économique de l'offre et la demande comme à l'époque de la vente de poudre. Cet album donc de 12 titres, il est produit, je l'ai dit un peu avant, par Ye et Pharrell. Ils ont chacun 6 titres et c'est vraiment intéressant de les avoir sur un projet qui marque le retour de Pusha T, puisque ce sont un peu ceux qu'on considère comme ses paternels. Les deux artistes ont permis d'exploiter son plein potentiel artistique. C'est Pharrell qui l'a sorti de la rue et en fait Pusha passait souvent au studio où travaillait Pharrell entre deux ventes de stupéfiants, et ça l'a énervé Pharrell parce qu'il savait qu'il avait du potentiel, donc c'est lui qui l'a un peu poussé à devenir artiste. Et Kanye a exploité le côté vraiment rap de la mixtape, donc entre les deux producteurs on arrive bien à cerner les deux intentions différentes, un qui aborde le côté plutôt musical et Pharrell qui est vraiment dans le développement du personnage de Pusha T, avec par exemple sur des sons où il dit que c'est un peu un anti-héros, il y a des effets de rire de maniaque, tout ça pour un peu
construire son personnage. D'ailleurs, ce côté anti-héros, il est bien présent dans l'album. Il a même placé une référence à une interview de Coi Leray dans le Breakfast Club, où il essayait de minimiser, où elle essayait de minimiser l'impact de Pusha T sur le rap depuis 20 ans. Et l'intervieweur a un peu ramené la rappeuse à la réalité, en disant que Pusha T cherche pas à être un phénomène de sensation sur TikTok, contrairement à elle. C'est quelqu'un qui a un passé dur et qui a baigné dans l'épidémie du crack des années 80. Donc Pusha T crée dans cet album son personnage qui semble se rapprocher pas mal de Tony Montana par rapport à son rapport à la cocaïne et son côté anti-héros. Cet album, je vous le conseille vraiment de l'écouter, il est excellent autant au niveau flow, parole que instru, surtout l'aspect de confrontation qui a été créé entre Pharrell et Ye. Vous l'avez peut-être remarqué, sur les plateformes, il y a plusieurs versions de l'album, une version avec une tracklist normale et une appelée Ye versus Pharrell et une Pharrell versus Ye. Ces versions alternatives créent pas grand chose en soi, ça permet seulement de faire un peu parler de l'album. Il n'y a pas vraiment de confrontation entre les deux, mais ça permet de se rendre compte de la différence entre les deux producteurs et montrer le côté hétérogène du projet. On a plein de sonorités différentes, comme chacun a sa patte artistique, et ça c'est quelque chose qu'on peut saluer. Donc en somme, c'est un très bon album, j'aimerais bien vous passer tout l'album, mais les collègues vont pas être très d'accord. On s'est écouté un son de l'album produit par Pharrell avant, donc là c'est le tour de Ye, et du dernier son apparemment entre Ye et Kid Cudi, parce qu'ils sont un peu embrouillés, mais c'est dommage, mais c'est pas le sujet. Du coup on va écouter Rock'n'Roll de Pusha T avec Kid Cudi, et Ye en featuring. On vient de s'écouter Rock'n'Roll de Pusha T avec Kid Cudi et Ye, et j'ai envie de savoir qu'est-ce que vous avez pensé de l'album, et surtout, qu'est-ce que vous préférez entre Ye et Pharrell. Alors je vais commencer. Donc moi, pour répondre à un Pusha T qui est quelqu'un qui est vraiment attendu, je pense pas. Je pense qu'il est vraiment pas mis à sa juste valeur, alors que pourtant il devrait. Par exemple, il n'a jamais été mis dans le débat est-il un meilleur rappeur de sa génération. C'est toujours été le second de Kanye West, j'ai l'impression, ou de Pharrell Williams. Et ça, c'est un peu dommage. Mais maintenant, avec cet album, j'ai l'impression qu'il est mis à sa juste valeur, heureusement. Parce que je trouve qu'il est vraiment bien entouré. Maintenant, il a tout un réseau. Par exemple, il fait un feat avec Jay-Z. On n'a pas Jay-Z comme ça normalement. Et surtout, être produit par Pharrell Williams et Kanye West, il y a beaucoup d'artistes qui en rêveraient. Et ça procure une chance, et ça fait aussi une sorte d'atmosphère dans l'album que j'aime particulièrement, surtout qu'il arrive toujours à s'adapter avec autant de prod. Alors pour revenir à Kanye West versus Pharrell Williams, moi Pharrell Williams à l'époque de Neptune, j'admirais vraiment leur travail de prod, mais j'ai vraiment pas été client, alors que Kanye West, j'aime beaucoup, et tous ces prods avec ses samples, ça me rappelle les potes de collège Trap Out, tout ça. Du coup, mon cœur balanche un peu plus sur Kanye West, je suis désolé. Chacun son avis. Pour répondre directement à la question, moi je vais dire Pharrell déjà pour pas être d'accord avec lui, parce que c'est cool, et surtout parce que t'as un son Pusha T, Jay-Z avec Pharrell Williams aussi que j'ai adoré. Et dans le projet, ce serait pas un peu le all-star du rap américain, quoi. Enfin, il y a quand même plein de grosses pointures, il y a quand même plein de gros artistes. En même temps, c'est un rappeur qui est hyper présent mais qu'on n'entend pas assez, Pusha T. Il est hyper influent et c'est dommage qu'on le voit comme Donda. Mais ouais, en tout cas, une grosse line-up de producteurs et de rappeurs, un projet qui est quand même assez court, 12 titres et 35 minutes je crois, donc ça s'écoute très très bien. Oui. Du coup, comme il y a j'aurais bien aimé un peu plus d'ailleurs. Ouais, d'ailleurs, un peu court. Bref. 35 minutes, mais pourtant je le trouve vraiment complet par rapport à des albums de 57 minutes. Et ça, je trouve ça vraiment fort. Oh. Quoi Non, j'en ai vu. Et non, ouais, du coup, j'ai grave kiffé. Je vais le réécouter, je pense, pas mal, parce que franchement, c'est court, ça sonne bien. Il y a pas mal d'ambiances différentes dues aux deux producteurs majeurs, quoi. Donc, franchement, très cool. Ouais, comme vous l'avez dit, un artiste qui n'est pas mis à sa juste valeur, il a quand même 10 millions d'auditeurs, et j'en ai pas plus entendu parler que ça. Et j'ai bien aimé l'album. Comme vous avez dit, tous les feats qui se mélangent, etc. On a vraiment une belle cohésion et un projet qui rend finalement très bien. Et je vais le réécouter juste pour plaisir. Même si on n'aime pas forcément Pusha, rien que pour les prods, c'est super intéressant. Et je trouve, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais on voit vraiment la différence entre Ye et Pharrell Williams. Oui, ça c'est bien. Ils ont vraiment chacun leur univers. Et je pense que aussi 10 millions d'auditeurs par mois, il y a beaucoup qui jouent pour le morceau Runaway de Kanye West dans l'album My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Parce que c'est vraiment un morceau éponyme, et je pense que ça prend une bonne partie de ses streams. Ouais, les 10 millions d'auditeurs, ils sont pas forcément là pour Pusha T, c'est dommage.
Voilà. Très bien, l'émission touche bientôt à sa fin. Avant ça, je vais vous parler très brièvement du coup de Nilou et de son dernier projet UU Symphonie. On s'écoutera un extrait à la toute fin. Donc Nilou, c'est qui ? C'est quelqu'un qui vient de Marseille, qui habite maintenant à Paris, qui s'est fait connaître en 2020 avec un EP UU. Du coup, qui avait un style très particulier avec beaucoup de mélodies, beaucoup d'autotune, une voix très aiguë. Et là, du coup, cette semaine, il nous sort UU Symphonie, du coup, un 7 titres. Du coup, avec une très belle cover faite par Emmanuel Gerbet, Cyril Gabory et Lagier Roman. Donc voilà, il y a 2 featuring dans ce projet, Winter Zuko avec qui il a déjà pas mal collaboré, à Jeune Crack aussi avec qui il a beaucoup collaboré pour le coup, et c'est aussi à Jeune Crack et Nilou du coup qui ont masterisé le projet. Donc les prods sont faites par Idée Noire et Nilou. Du coup dans ce projet il y a très mélancolique, vraiment une grosse mélancolie qui se dégage, beaucoup de FX sur sa voix. Comment dire, il y a quelques prods avec des espèces de loop de rock alternative. Vraiment on entend pas mal ce truc de caisse claire, grosse caisse claire, grosse caisse, ça revient pas mal. Donc ouais, dans celui-là, dans ce projet, du coup, il nous parle de ses démons, de son envie de partir, mais il y a quand même un peu de positivité dans les productions, comme une lueur d'espoir, un bout au bout du tunnel, quoi. Donc je trouve que c'est vraiment un très bon projet que je vous conseille énormément. Écoutez-le, genre. Oui. Je parlais à mes camarades, pas à vous. Bref, on va se laisser sur Où sont les anges de Nilou, et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Ciao, ciao, ciao. Bisous. Salut à tous. Mouah.